incroyable mais vrai, 15 histoires dingues adaptées au cinéma. Les scénaristes ont une imagination sans limite quand il s'agit d'inventer des histoires incroyables pour le cinéma. Mais parfois, la vraie vie leur mâche le boulot et offre des récits aussi improbables que véridiques. La preuve avec cette sélection où se croisent des arnaqueurs de génie, des survivants de l'impossible, un chien très fidèle, un accident de voiture surréaliste et de faux handballeurs. Mais avant ça, parlons d'un vrai faux tournage de film qui permit de sauver des vies. Si. Argo, il était une fois un faux tournage de film. Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, 6 d'entre eux réussissent à s'échapper et à se réfugier au domicile de l'ambassadeur canadien. Sachant qu'ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un agent de la CIA spécialiste de l'exfiltration monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu'il ne pourrait exister qu'au cinéma. Car ce plan, c'est de monter un faux projet de nanar de science-fiction et de faire passer les diplomates pour des membres de l'équipe de production en repérage au Moyen-Orient. Et ça a marché. Et pour l'anecdote, un certain John Chambers avait été intégré dans l'équipe de sauvetage. Cette légende des effets spéciaux, primée par un Oscar pour son travail sur la planète des singes, prêtait en effet son atelier de maquillage aux espions, chargé de mettre le plan d'extraction sur pied. Troisième réalisation de Ben Affleck, Argo est un thriller solide et haletant, salué par l'Oscar du meilleur film. Lion, il était une fois un miracle Google Earth. C'est sans doute le film qui a fait pleurer le plus de spectateurs en 2017. Lion, ou l'histoire vraie de Saru Birli qui retrouva sa famille grâce à Google Earth. Séparé des siens à l'âge de 5 ans, il apprit à vivre seul dans les rues de Calcutta avant d'être recueilli dans un orphelinat. Finalement adopté par un couple d'Australiens, il n'en oublie pas ses proches, et notamment sa maman. Devenu adulte, il se lance alors dans la recherche de son village natal grâce aux cartes et photos disponibles sur le web et ses maigres souvenirs d'enfant. Il finira par retrouver leurs traces au milieu d'1 milliard d'habitants après 25 ans de séparation. Son roman autobiographique A Long Way Home va dès lors inspirer ce long métrage poignant, nommé 6 fois aux Oscars. Saru sera par ailleurs engagé par Google pour une publicité assurant la promotion de Google Earth, évidemment. Arrête-moi si tu peux, il était une fois un escroc génial. Il a été pilote de ligne, avocat, médecin, mais avant tout un véritable escroc qui a eu une vie tellement incroyable qu'il a inspiré Arrête-moi si tu peux, signé Steven Spielberg. Le film présente Leonardo DiCaprio dans la peau, ou plutôt les peaux, de Frank Abagnale Jr., un arnaqueur entré dans la légende pour avoir été traqué par le FBI durant une grande partie des années 60. Perturbé par le divorce de ses parents et l'endettement de son père, il se lance dès ses 12 ans dans des fraudes qui seront de plus en plus élaborées. Non content de se faire passer pour un policier à l'aide d'un badge pour s'introduire chez des gens en prétextant une enquête alors que c'est pour voir leur fille, malin, le jeune homme va développer des techniques de falsification de plus en plus élaborées. D'abord avec des cartes de crédit, puis des faux chèques plus vrais que nature en se faisant passer pour un fringant pilote de ligne, et même un recruteur pour une compagnie aérienne. Arrêté à plusieurs reprises, Frank Abagnale Jr. va finir par entrer dans le droit chemin en se mettant au service des banques et des entreprises en tant que consultant en fraude et sécurité. Le monsieur a raconté sa vie dans un livre qui a inspiré Spielberg donc, où on le découvre aussi enseignant, pédiatre ou assistant du procureur. Il s'avère qu'il aurait en réalité un peu enjolivé sa propre légende et pas mal de choses ont depuis été démenti. Mais ce n'est pas très grave, le film reste aussi cool que rétro et son histoire incroyable. Et pour le clin d'œil, Frank Abagnale Jr. apparaît à l'écran en policier s'arrêtant lui-même. À l'origine, il était une fois un faux chef de chantier. À l'origine, c'est un peu l'histoire du Frank Abagnale français. Un escroc fascinant baptisé Philippe Baird qui sévit entre 1979 et 2010, notamment en se faisant passer pour un conducteur de travaux chargé de relancer les travaux de l'autoroute A28 située du côté de la Sarthe à la fin des années 90. Découvrant par hasard un chantier d'autoroute abandonné pour préserver une espèce menacée de scarabées, il embarque toute la région dans son projet, engage une vingtaine d'ouvriers et loue plusieurs véhicules. Son usurpation sera découverte au bout d'un mois et il sera condamné à 5 ans de prison. L'important pour moi, c'est que vous montriez que j'ai bien fait mon travail, dira au réalisateur Xavier Giannoli, celui qui avait déjà mené par le passé 2 autres opérations de grands travaux sans autorisation avant de se faire passer entre autres pour un garde forestier, un officier des douanes, un agent de la répression des fraudes ou un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. BlacKkKlansman, il était une fois un infiltré surprenant. En 2018, Spike Lee livre un nouveau film coup de poing.
BlacKkKlansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, récompensé par le Grand Prix du Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur scénario adapté. L'histoire est folle. À la fin des années 70, le policier Ron Stallworth se lance dans une mission d'infiltration improbable. Intégrer les rangs du Ku Klux Klan alors que le groupe suprémaciste monte une nouvelle antenne dans la ville de Colorado Springs. Jusque-là, rien d'incroyable, me direz-vous, sauf que Ron Stallworth est noir. Son infiltration se fait donc à distance via des échanges de courriers et des conversations au téléphone où il se fait passer pour un extrémiste, raciste et xénophobe. Et quand il faut enfin rencontrer les membres du KKK et participer à des réunions, il envoie à sa place un collègue blanc pour enregistrer les échanges. Les deux enquêteurs vont donc se partager la même identité pendant plusieurs mois pour mener à bien leur mission et empêcher une opération meurtrière. Et ils vont réussir, Ron Stallworth décrochant même au passage son certificat d'adhésion au clan signé de la main du grand Manitou, David Duke. Les survivants et le cercle des neiges, il était une fois un crash. À 20 années d'écart, cette histoire de survie tragique et miraculeuse a inspiré le cinéma à 2 reprises. D'abord en 1993 dans un film emmené par Ethan Hawke, puis en 2024 dans le carton Netflix signé Juan Antonio Bayona. Cette histoire, c'est celle du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 qui s'est crashé dans les sommets des Andes en octobre 1972. Après 11 jours passés dans un froid glacial, les quelques survivants prennent la tragique décision de manger les corps des victimes afin de survivre. Un pacte est même scellé, si quiconque meurt, les autres ont l'autorisation de s'en nourrir. 2 d'entre eux, après 10 jours de marche interminable, ont réussi malgré tout à rejoindre le Chili afin de trouver de l'aide. Et au final, les secours amèneront 16 survivants sur les 45 passagers que comptait l'avion. Lorsque ces derniers avouèrent avoir eu recours au cannibalisme, les réactions furent variées. Acte impardonnable pour certains, instinct de survie pour d'autres. Quoi qu'il en soit, ils furent absous par le pape lui-même et leur histoire est aujourd'hui connue comme le miracle des Andes. À la dérive, il était une fois un naufrage de 41 jours. À la dérive, c'est un mauvais film avec Madonna qui porte très bien son titre et salué en 2003 par 5 Razzie Awards, dont pire film, pire actrice et pire réalisateur. À la dérive, c'est aussi et surtout un autre film bien meilleur sorti 15 ans plus tard et centré sur le naufrage vécu par Tammy Oldham en 1983. Embarquée avec son petit ami pour convoyer un voilier de Tahiti à San Diego, soit un périple de 6000 km, la jeune femme va traverser une épopée terrible. Pris dans un ouragan dévastateur de force 4, le bateau chavire. Tammy perd connaissance et quand elle se réveille 27 heures plus tard, son compagnon a disparu. Elle va alors naviguer pendant 41 jours, seulement aidée d'une montre et d'un sextant pour se diriger et de boîtes de conserve et de beurre de cacahuètes pour se nourrir. C'est le cinéaste islandais Balthazar Kormákur, déjà à l'œuvre sur les pics Everest, qui met en scène cette histoire poignante et incroyable de survie et de résilience. 127 heures, il était une fois un homme coincé dans une grotte. Trainspotting, La plage, 28 jours plus tard, Sunshine, Slumdog Millionnaire, autant de films qui témoignent de la virtuosité du réalisateur Danny Boyle, surdoué de l'image au cinéma énergique. Il était donc surprenant de le voir s'attaquer à 127 heures, inspiré de l'histoire hallucinante d'Aaron Ralston. Parti en randonnée en solo dans les gorges de l'Utah au printemps 2003, le jeune homme se retrouve piégé pendant plus de 5 jours au fond d'un canyon, le bras coincé par un rocher de plusieurs tonnes. Son inventaire est alors très limité. Une caméra GoPro, une gourde à moitié pleine, une corde d'alpinisme et un canif émoussé. Entre survival âpre et expérience métaphysique et sensorielle, déshydratation et hypothermie oblige, le film est une expérience viscérale qui vise à plonger le spectateur dans la peau et surtout la tête d'Aaron Ralston et à lui faire ressentir et même vivre ses 127 heures d'angoisse. Jusqu'à une décision extrême au cœur d'une scène éprouvante qui a provoqué plusieurs évanouissements dans les cinémas. Sri Lanka National Handball Team, il était une fois une équipe fictive. En septembre 2004, un tournoi de handball est organisé dans la ville allemande de Wittislingen, en Bavière. Dans le journal, on apprend pourtant que l'équipe nationale du Sri Lanka, après avoir disputé quelques matchs avec plus ou moins de succès, a mystérieusement disparu. Les organisateurs découvrent alors avec stupeur que le Sri Lanka n'a ni fédération, ni équipe nationale, ni même de club de handball. Pour le dire autrement, la Sri Lanka National Handball Team n'existe pas. Ses 23 membres ont simplement tenté ce magistral coup de bluff avant de se rendre en Europe et y disparaître pour tenter d'y construire une vie meilleure. C'est Uberto Pasolini, l'un des producteurs de The Full Monty, qui met en scène cette histoire incroyable mais vraie, qui va d'ailleurs finir par mêler réalité et fiction. Pour les besoins du film, le cinéaste a en effet embauché de vrais comédiens sri-lankais et pendant le tournage en Allemagne, un comédien en a profité lui aussi
pour mettre les voiles. I Love You Philip Morris, il était une fois un amour plus fort que tout. On peut être un génie de l'évasion et un indécrottable romantique. Jim Carrey le prouve dans I Love You Philip Morris, où il va tout tenter pour rejoindre Ewan McGregor. Jusqu'où peut-on aller par amour? Cette comédie touchante y répond à sa façon en racontant l'histoire étonnante mais vraie de Steven Russell. D'abord marié à une femme, il se découvre plus tard une attirance pour les hommes. Une préférence qui lui vaut d'être renvoyé de son travail. Il va alors enchaîner les petites arnaques et les changements d'identité et s'inventer policier, avocat ou physicien. Emprisonné pour fraude à l'assurance en 1995, il tombe amoureux de son codétenu Philip Morris, aucun lien avec la marque de cigarettes. Ils sont alors plusieurs fois séparés par des condamnations, mais Steven Russell réussit néanmoins à s'évader à chaque fois pour rejoindre son compagnon grâce à des stratagèmes aussi simples qu'improbables, toujours motivés par l'amour. Hachi, il était une fois un toutou fidèle. Attention, ce film va vous faire pleurer, et l'histoire qui l'a inspiré également. Vous voilà prévenu. Hachi, avec Richard Gere, s'inspire de l'histoire de Hachiko qui a marqué la ville de Shibuya au Japon entre 1923 et 1935. Car Hachiko est un chien légendaire à la fidélité inébranlable. Très attaché à son maître avec qui il noue une complicité et un lien profond, le toutou accompagne son ami à la gare tous les matins et vient l'attendre tous les soirs. Jusqu'au jour où l'homme ne rentre pas, terrassé par un infarctus sur son lieu de travail. Pourtant, l'animal va venir l'attendre fidèlement tous les soirs jusqu'à la fin de sa vie. Nourri par les habitants, bouleversé par sa loyauté, Hachi s'y rendra pendant près de 12 ans avant d'être retrouvé sans vie au même endroit, emporté par la vieillesse. Une statue en son honneur a depuis été érigée sur place et tous les ans, à la date de sa mort, on célèbre ce chien, devenu un symbole de la loyauté. Et voilà, ça y est, je pleure, j'avais prévenu pourtant. Le terminal, il était une fois un voyageur bloqué à l'aéroport. Ne cherchez pas la Cracovie sur une carte, ce pays d'Europe de l'Est n'y apparaîtra pas pour la simple et bonne raison qu'il est fictif. Il est en revanche central dans le terminal de Steven Spielberg, où Tom Hanks se retrouve coincé à l'aéroport de New York après un coup d'état dans son pays d'origine. Désormais apatride, le terminal va donc devenir son nouveau lieu de vie. Ce long métrage évidemment très romancé s'inspire lointainement de l'histoire vraie de Mehran Karini Nasseri, un réfugié d'origine iranienne baladé entre différents pays et coincé par les errances bureaucratiques qui vécut au cœur de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle entre 1988 et 2006 où il sombra dans la folie. Accueilli en foyer pendant plusieurs années, il finira par retourner vivre à l'aéroport en octobre 2022 pour y mourir quelques semaines plus tard. Son histoire avait également inspiré 10 ans avant le film de Spielberg, la comédie Tombée du ciel avec Jean Rochefort. Eddie the Eagle, il était une fois un perdant magnifique. On connaît tous Rasta Rocket, histoire ultra inspirante et totalement culte de la première équipe jamaïcaine de bobsleigh. Dans le même esprit, il y a aussi l'histoire de Michael Eddie Edwards, alias Eddie the Eagle. Le sportif anglais n'a jamais rien eu d'un athlète, bien au contraire même. Pourtant, depuis qu'il est petit, il n'a qu'un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques. Et c'est ainsi qu'en dépit de son piètre niveau sportif, de ses grosses lunettes, des moqueries et colibés, oui j'avais envie de placer colibé dans cette vidéo, et du manque de soutien d'à peu près tout le monde, il se retrouve au JO de Calgary en 1988 comme premier représentant de l'histoire du saut à ski britannique. Il finit bon dernier, mais s'offre, c'est logique, le record national de la discipline. Et surtout, il devient le symbole du perdant magnifique qui incarne l'esprit des jeux. Un destin incroyable et improbable donc, mais vrai. Et à l'écran, c'est le tandem Taron Egerton-Hugh Jackman qui redonne vie à cette belle histoire. Même si selon Michael Edwards, 90% du long métrage serait non conforme à la réalité. War Dogs, il était une fois un trafic d'armes improbable. En 2016, entre la trilogie Very Bad Trip et son impressionnant Joker, Todd Phillips a mis en scène War Dogs d'après l'histoire d'Ephraim Diveroli et David Packouz. Âgés d'une vingtaine d'années, les deux potes mettent en place depuis leur studio de Miami Beach un business juteux qui va les dépasser. Alors que les États-Unis mènent sa deuxième guerre d'Irak, le tandem profite d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral qui permet à de petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée. C'est le jackpot. Après des débuts modestes, les compères ne tardent pas à empocher de grosses sommes et à mener la grande vie. Jusqu'à décrocher un contrat de 300 millions de dollars destiné à armer les soldats afghans, contrat qui va précipiter leur chute alors qu'ils livrent des munitions illégales en tentant de dissimuler leur origine. S'ils ont été écrasés par l'ampleur de leur entreprise, Diveroli et Packouz auront été immortalisés à l'écran par Jonah Hill et Miles Teller. Stuck, instinct de survie, il était une fois un accident surréaliste. Alors qu'elle est au volant de sa voiture, une jeune femme renverse un SDF qui vient s'encastrer dans le pare-brise. Prise de panique et craignant la prison, elle rentre la voiture dans son garage alors que le monsieur gît sur le capot, la tête coincée dans la vitre. Oui,
Cette histoire surréaliste est vraie et elle a inspiré au maître de l'horreur Stuart Gordon, papa de Reanimator, un film baptisé Stuck. Stuck, de l'anglais stick pour coller, qu'on décline en stick stuck stuck s'il vous reste quelques souvenirs de vos verbes irréguliers. Bref, le long métrage trouve son origine dans un véritable fait divers qui remonte à octobre 2001 au Texas. L'accident survient après une soirée trop arrosée, boire ou conduire, il faut choisir, on le rappelle. Et l'abus d'alcool est dangereux, tout ça. Bref, la conductrice ne parvenant pas à retirer le corps, elle le laisse tel quel et va ranger sa voiture au garage. Le lendemain, aidée de son petit ami et de son cousin, elle transporte le cadavre dans un parc. Il faudra quelques mois avant que la police ne remonte jusqu'à elle. Et elle sera condamnée à 50 ans de prison. Le film diffère juste un peu de la vraie histoire en faisant survivre la victime qui décide de se désincarcérer du pare-brise et se venger. Et franchement, qui pourrait lui reprocher? Dans cette vidéo, on aurait aussi pu vous parler de Dumb Money et l'affaire GameStop qui fit trembler les fonds d'investissement américains, des faussaires de Manhattan et l'arnaque aux fausses correspondances d'auteurs célèbres, de Crazy Bear et son ours brun qui fit une overdose de poudre blanche, de Queens et ses stripteaseuses qui ont plumé leurs clients de Wall Street, de No Pain No Gain et ses bodybuilders qui s'improvisent kidnappeurs, ou de Une histoire vraie, film le plus normal du regretté David Lynch qui racontait comment un homme âgé avait parcouru 400 km à la vitesse de 8 km/h sur son tracteur pour revoir son frère malade. Mais on vous laisse déjà voir ou revoir tous les films de cette vidéo et on se dit à bientôt sur la chaîne Allociné.